Wongo, le grand guerrier Wonji, c'est un nom qui ne résonne peut-être pas pour tout le monde, Non, pas forcément. mais au Gabon, il incarne une résistance farouche et, on va le voir, tragique à la colonisation au début du XXe siècle. On va s'immerger dans l'histoire de celui qui a osé défier l'administration française. Absolument. Et pour bien saisir la portée de ce récit, il faut vraiment se projeter dans le Gabon de cette époque, une période de bouleversement profond. On est où exactement Alors, notre histoire, elle se concentre dans le sud-est du pays, autour d'une ville qui s'appelle aujourd'hui Lastourville. Mais avant l'arrivée des Français, elle portait un autre nom, Mouloundou. Moulondou. Voilà, et c'était un carrefour vital, une plaque tournante sur le grand fleuve Ogooué, un lieu de vie, d'échange, bien avant que les cartes coloniales ne viennent tout redessiner. Et pour retracer ce parcours, on a plusieurs sources, qui sont d'ailleurs assez fascinantes. On a d'abord le cœur du récit, une histoire orale. Oui, transmise de génération en génération. Elle a été retranscrite et ça nous donne une version très très vivante, presque intime des événements. Et à côté de ça, on a des textes plus classiques qui synthétisent son parcours, son héritage. L'idée, c'est vraiment de comprendre qui était Wongo, de décortiquer les raisons de sa révolte et de voir comment son empreinte a survécu. Et pour commencer, il faut planter le décor humain. La région de Mouloundou, c'était le territoire de deux peuples principaux, Lesquels? les Adouma et les Wandji. Et d'après les sources, ils vivaient dans une symbiose assez remarquable. Alors, quelle était la différence entre les deux? Alors les Adouma, c'étaient les maîtres du fleuve, des navigateurs, des pêcheurs, des constructeurs de pirogues vraiment hors pair. Et les Wandji, eux, c'était un peuple de la terre, des chasseurs, des agriculteurs. D'accord. Le nom Wandji est d'ailleurs très parlant. Il veut dire littéralement « ceux qui ne savent pas nager Ah oui, c'est clair. On imagine une complémentarité parfaite, quoi. Presque idyllique. Les uns apportent le poisson, les autres les produits de la terre. ». C'est ça. Les récits oraux insistent sur une véritable fraternité. Les échanges étaient constants. Le poisson contre le gibier, les tubercules. Et surtout, les liens étaient scellés par de très nombreux mariages. Donc ce n'était pas juste commercial. Non, pas du tout. Les familles étaient mixtes, les alliances profondes. Au moment où les Européens arrivent, on a affaire à un tissu social qui est vraiment très très soudé. Et cet équilibre va être brisé. Délibérément, on le verra. L'arrivée des Français se fait en deux temps, si je comprends bien. Oui, d'abord des explorateurs, le célèbre Pierre Savorgnan de Brazza par exemple. Ils passent, ils cartographient. Et après eux, c'est l'installation. L'administration coloniale qui, elle, change toutes les règles du jeu. Exactement. Et l'impact est immédiat et d'une grande violence. Le nouveau pouvoir instaure le travail forcé. C'est-à-dire, Ben, pour transporter les marchandises sur le fleuve, on réquisitionne de force les pirogues et les piroguiers à Douma. On impose des impôts, une notion qui leur est complètement étrangère. et on matérialise cette autorité, j'imagine. Oui, on construit un camp militaire, et au centre de ce camp, il y a un détail qui en dit long. Une prison, Une cachot sinistre, bâtie au milieu d'un marécage. un marécage, carrément. Oui, pour bien marquer les esprits. Tout le monde savait que désobéir, c'était finir là-dedans. Le symbole de l'oppression est planté. C'est donc avec les Adouma, les gens du fleuve, que les premières frictions apparaissent. Ils sont en première ligne. En première ligne, oui. Les sources parlent de réquisitions sans fin, d'épuisement et de coups de fouet qui pleuvent. La coupe se remplit très, très vite. Et on a un premier acte de résistance qui est assez marquant. Ah oui, un événement qui est resté dans les mémoires. Des prêtres missionnaires exigent que de jeunes Adouma transportent des objets de culte, des statues, des ciboires. Et que se passe-t-il? Pour se venger des humiliations, en plein milieu du fleuve, les jeunes gens font délibérément chavirer la pirogue. Tout coule. Tout cool. C'est un acte de défi incroyable, subtil et spectaculaire à la fois. C'est un message clair, votre autorité, vos symboles, pour nous, ça ne vaut rien. J'imagine l'onde de choc. Comment les Français réagissent et ils durcissent encore la répression? Eh bien justement, non. C'est là que la stratégie coloniale devient redoutablement perverse. C'est-à-dire, Les Français comprennent une chose essentielle. Sans les Adouma, ils sont paralysés. Pas de navigation, pas de commerce, pas de contrôle du territoire. Du coup, au lieu de les punir, ils changent de tactique. ils commencent à les ménager. Exactement. Ils leur accordent des privilèges, les exemptent de certaines corvées. C'est un cas d'école de la stratégie coloniale.
le fameux « diviser pour mieux régner ». Il les retourne en quelque sorte. C'est ça. C'est une manœuvre délibérée pour briser une alliance qui aurait pu être redoutable contre eux. Et ça marche. La fracture entre les deux peuples frères, elle est immédiate et profonde. C'est terrible, et du coup toute la pression se reporte sur les autres, sur les Wanji. Ils se retrouvent totalement isolés et ils deviennent la cible principale des abus. On saisit leurs récoltes pour nourrir le poste, on humilie leur chef, le ressentiment monte en flèche, et c'est dans ce climat explosif qu'un homme va cristalliser toute cette colère, Wongo. Justement, parlons de lui. Les sources racontent 2 événements qui semblent être les déclencheurs de sa rébellion, 2 humiliations. Oui, 2 gouttes d'eau qui font déborder un vase déjà plein. La première est une humiliation publique. Wongo est encore un jeune homme. Il marche à l'Astourville et, comme c'est la coutume, il mâche de la noix de cola. Et il crache le résidu par terre. Un geste banal, quotidien. Pour ça, il est arrêté et fouetté violemment à coups de chicotte sur la place publique. C'est une punition conçue pour dégrader, pour marquer le corps et l'esprit. On passe d'un geste anodin à une violence extrême. Mais le deuxième événement est encore plus personnel, il touche à sa famille. Oui, et là c'est sans doute le point de non-retour. Un jour, un garde français interpelle le propre fils de Wongo, un jeune homme qui s'appelle Boulandé. Et il l'emmène au poste. Voilà. Et là le garde lui montre les latrines du camp, la fosse d'aisance, et lui dit froidement « Voilà le trou où on mettra ton père ». C'est glaçant. La menace est d'une violence psychologique inouïe. On ne menace plus l'homme, on attaque sa dignité de père, on le rabaisse au niveau d'un déchet aux yeux de son propre fils. On imagine Boulandé racontant ça à son père. Là, une ligne a été franchie. Il ne pouvait plus rester passif. C'est la fin de la patience. Wongo comprend qu'il n'y a plus rien à négocier. Il quitte le village, se replie sur ses terres et il commence à organiser la résistance. Il rassemble d'autres chefs comme Issini et Barimbi. Et sa première action, elle n'est pas militaire. Non, elle est économique. Et c'est un coup de génie. L'embargo. Exactement. Il décrète un embargo total. Il ordonne à tous les Wanji de ne plus vendre ni donner la moindre denrée alimentaire au poste français. Plus de bananes, plus de manioc, plus de gibier, rien. Et l'impact, j'imagine, est immédiat. Le poste dépendait entièrement d'eux pour la nourriture. L'impact est dévastateur. Une des sources décrit ça comme un arrêt de mort pour le commandant de l'époque, un certain Turenne. Le poste se retrouve étranglé. La faim s'installe. Wongo vient de porter un coup terrible sans tirer un seul coup de feu. La confrontation armée devient inévitable. Et la tension monte encore d'un cran. Oui, il passe à l'étape supérieure. Il fait savoir que tout représentant de l'administration qui osera s'aventurer sur ces terres sera abattu. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Non. Une véritable organisation militaire se met en place. Des forges clandestines sont installées dans des grottes pour fabriquer des lances, des flèches et surtout des fusils à pierre. Des fusils à pierre. Ça paraît un peu primitif face à l'armement français. C'est une arme lente à recharger, c'est vrai, mais à courte portée, dans la forêt dense, elle est mortelle. Et les Wanji la maîtrisent parfaitement. Et ils préparent le terrain aussi. Oui, le long des pistes, ils creusent des tranchées, des fosses dissimulées avec des pieux au fond. C'est une vraie stratégie de défense. Pendant ce temps, les civils évacuent les villages. Ils se réfugient dans la forêt. Tout est prêt. Comment réagissent les Français face à cette organisation ? Ils tentent une approche qui montre à la fois leur arrogance et leur méconnaissance de la situation. En 1928, le commandant Turenne veut faire arrêter Wongo. Mais il ne peut pas envoyer ses troupes. Non, ce serait la guerre ouverte. Alors il utilise les divisions qu'il a créées. Il envoie un interprète, Adouma, un homme nommé Albert Samba, avec un simple mandat d'arrêt. Envoyer un Adouma arrêter le chef des Wanji, c'est jouer avec le feu. C'est une provocation terrible. Et la mission est un échec total, bien sûr. Samba est fait prisonnier. Sa vie n'est épargnée que parce que sa mère avait un lien de parenté avec un clan Wanji. Mais pour Wongo, c'est la trahison suprême. La guerre est maintenant déclarée. Et elle éclate en 1929. C'est l'affrontement. Oui. Wongo, à la tête de plus de 250 guerriers, tend une embuscade à une colonne de miliciens français. Et là, toute sa préparation paie. C'est une victoire. Une victoire écrasante, fulgurante. En moins d'une heure, les troupes coloniales sont décimées. C'est un choc immense. Les sources qualifient ça de première grande défaite militaire française en Afrique équatoriale. Quand même. Le commandant Turenne est démis de ses fonctions, j'imagine. Immédiatement. Humilié. Wongo a donc réussi à vaincre une armée coloniale en bataille rangée. Pas exactement. Et c'est là son génie tactique.
Il n'a jamais cherché l'affrontement en terrain découvert. Il a utilisé la forêt comme une arme. La guérilla. La guérilla à l'état pur. Dans leur rapport, les officiers français sont désemparés. Ils décrivent les guerriers d'Ouongo comme un ennemi invisible, des dragons noirs qui surgissent de la végétation, frappent et disparaissent. Insaisissable. Exactement. Ils connaissent le terrain par cœur. Ils harcèlent les colonnes, les attaquent sur leurs points faibles, puis se volatilisent. Et leurs fusils à pierre se révèlent redoutables dans ces embuscades. Les Français sont perdus. Ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Face à cette impasse, Paris doit réagir. On envoie des renforts. Un nouveau commandement. Un nouveau lieutenant arrive, un certain Cordier, et avec lui, un changement radical de stratégie. Et c'est là que l'histoire bascule dans l'horreur. Que se passe-t-il? Puisqu'ils ne peuvent pas vaincre les guerriers, les Français décident de briser Ouongo, en s'attaquant à ce qu'ils protègent, son peuple. La guerre change de nature. On ne cible plus les combattants. On cible les civils. Les sources décrivent une campagne de représailles d'une cruauté inouïe. Il s'agit de semer la terreur. Les récits sont terribles. On parle de massacres de femmes, d'enfants, de vieillards. C'est difficile à entendre. On est dans une politique de la terre brûlée, une punition collective. Une tactique de terreur pure. La stratégie est claire, faire souffrir le peuple à un point tel que le chef n'aura d'autre choix que de se rendre pour arrêter le massacre. On prend la population en otage. Ouongo se retrouve face à un dilemme atroce. Continuer la lutte, c'est cautionner le massacre. Arrêter, c'est renoncer à tout. C'est un choix impossible. Il a gagné la guerre militaire, mais il est en train de perdre son peuple. Alors, pour mettre fin à cette barbarie, il prend la décision la plus lourde de sa vie. Il décide de se rendre. Il se sacrifie. Et il se rend en échange de la paix, j'imagine. Il y a une promesse. Oui, les Français lui promettent que s'il dépose les armes, les massacres cesseront. Le 24 juillet 1929, il sort de la forêt avec ses deux plus fidèles lieutenants, Isigny et Barimbi. Et il se rend. C'est un acte de courage immense. Mais la promesse, bien sûr, ne sera pas tenue. C'est une trahison totale. La parole donnée n'était qu'une ruse. Ouongo n'est pas jugé. Il n'a même pas de procès. Il est immédiatement arrêté et déporté. Où ça? On l'envoie vers Bangui, à des milliers de kilomètres. Il ne reverra jamais sa terre. Il meurt en chemin, dans des circonstances qui restent floues. Sa mort est enregistrée le 2 novembre 1929. Ouongo avait 36 ans. Une fin tragique pour une défaite militaire qui, au fond, n'en était pas une. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Un héros écravé. On pouvait. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Sa défaite et sa mort en martyr ne vont pas effacer sa mémoire. Au contraire, elles vont la graver dans le marbre. Et ça se manifeste comment aujourd'hui? De la manière la plus visible qui soit. Si on va à Lastourville, aujourd'hui, en plein centre de la ville, on ne peut pas la manquer. Une statue majestueuse de Ouongo, en guerrier, se dresse fièrement. Ah oui? C'est le principal point de repère, un lieu de rencontre. Et une de nos sources précise que ce monument, c'est en grande partie grâce à l'initiative d'une femme de la région, Paulette Mouvema, qui s'est battue pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. La mémoire a fini par triompher de l'oubli. Et ce qui est frappant, c'est que cette histoire n'est pas du tout figée dans le passé. Pas du tout, non ? On a dans nos sources une dépêche de RFI datée de mars 2025 qui est assez incroyable. Elle mentionne que le guerrier anticolonial a été magnifié par le général Oligui Nguema, le dirigeant actuel du Gabon. C'est la preuve que Ouongo n'est pas seulement un personnage historique. Près d'un siècle après sa mort, il est encore un symbole politique extrêmement puissant. Son nom est invoqué pour incarner la fierté nationale, la résistance, la souveraineté. C'est fascinant de voir comment une histoire locale devient une épopée nationale. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure. L'histoire de Ouongo nous laisse avec une réflexion sur la nature de la victoire et de la défaite. Il a perdu sa guerre, il a perdu la vie, et pourtant, un siècle plus tard, c'est lui le héros dont on érige des statues. Pas ses vainqueurs. Ce qui soulève une question finale. Comment est-ce qu'une société choisit ses héros ? Surtout quand leur combat se solde par un échec personnel, mais laisse derrière lui un héritage de fierté. Et que nous dit, sur le Gabon d'aujourd'hui, ce besoin de magnifier une figure qui a choisi le sacrifice ultime, non pas pour la gloire, mais pour la survie de son peuple ?